Vous m'entendez? On continue? Bien. Allez, on continue. Donc, on a vu le carcinome épidermoïde invasif. Ensuite, les autres tumeurs développées à partir des glandes, les adénocarcinomes, bon, ça, c'est pas très fréquent. Les cylindromes également, ce sont exceptionnellement, on les voit. Les chondrosarcomes, ce sont des tumeurs qui vont naître à partir du cartilage cricoïde. Et là, le diagnostic, il est assez difficile. On est obligé donc de faire très souvent une cervicotomie pour aller directement vers le cricoïde et faire la biopsie pour avoir le résultat. Rhabdomyosarcomes, ce sont des formes embryonnaires. On les voit surtout chez les enfants. Bien. Alors, on va commencer par le cancer de l'étage glottique. Il faut savoir que le tabac, hein, il reste toujours la cause, reste toujours la première cause de ce cancer. C'est un cancer de l'homme dans 90% des cas. Il s'y ajoute également un autre facteur important, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont tous les états inflammatoires chroniques du larynx, c'est-à-dire les laryngites chroniques avec dysplasie, et ce sont des authentiques états précancéreux, induites ou favorisées par l'irritation tabagique et le malmenage vocal. Tous les intermédiaires sont possibles entre la dysplasie grave, le cancer in situ et le cancer infiltrant. Donc, cela rend nécessaire la surveillance attentive de toute laryngite chronique et de son contrôle histologique. Donc, faites attention aux états précancéreux et aux laryngites. Il s'agit dans la plupart du temps de carcinomes épidermoïdes bien différenciés. Quels sont les signes d'appel d'un cancer du larynx? Très simple, c'est la dysphonie. On l'a vu, la dysphonie. La dysphonie reste toujours le maître symptôme, c'est le principal symptôme du cancer du larynx. Elle est précoce, progressive, elle peut être permanente aussi. Elle peut soit être installée de manière récente, elle peut être variable dans la journée, elle peut se manifester également par une modification d'une dysphonie préexistante chez un fumeur, porteur d'une laryngite chronique. Là, l'enrouement va s'aggraver. Ne cède pas au traitement médical, mais n'inquiète pas le patient, ce qui va encore assombrir le pronostic. La dyspnée laryngée, elle apparaît tardivement, quand la tumeur quand même est assez importante. Elle va obstruer, si vous voulez, la filière glottique. La gêne pharyngée ou dysphagie avec otalgie peuvent s'observer dans les formes évoluées, hein, surtout quand il y a une participation du digestif, c'est-à-dire du pharynx. L'adénopathie cervicale également, elle est très rare, hein, surtout quand il s'agit d'un cancer purement glottique. Examen clinique. Alors, cet examen clinique, en principe, il doit être fait uniquement par le spécialiste ORL, qui consiste à faire une laryngoscopie indirecte, ou bien, maintenant, on voit systématiquement les malades avec un nasofibroscope, qui a l'avantage de visualiser la tumeur, hein, et de faire également un bon bilan lésionnaire. Alors, pour ce qui est du diagnostic, l'examen clinique est toujours complété donc, par une laryngoscopie directe en suspension, bien entendu sous anesthésie générale. Cette laryngoscopie directe va nous permettre donc euh, de faire un bilan d'extension locorégionale, mais aussi de faire des biopsies, hein, et ensuite, par la suite, de poser une indication thérapeutique.
Alors, ce bilan est toujours complété par une TDM, c'est normal, il faut toujours demander une TDM cervico-thoracique, mais faites attention, la TDM, elle doit être réalisée avant l'endoscopie, parce que dès le moment où on fait une endoscopie sous anesthésie générale et on fait une biopsie, et ensuite si on demande une imagerie, l'imagerie, elle peut être faussée parce qu'il y a ensuite des réactions inflammatoires au niveau de la biopsie. Donc la TDM avant la, la laryngoscopie directe en suspension. Donc une fois qu'on a examiné notre malade, on a demandé une imagerie, on a fait une laryngoscopie directe en suspension avec des biopsies, on nous répond qu'il s'agit d'un carcinome épidermoïde. Là, on a tous les éléments en main pour pouvoir classer notre tumeur. Et c'est en fonction de cette classification qu'on va pouvoir établir un protocole thérapeutique chez ce malade. Cette classification, c'est quoi? C'est la classification TNM. T pour la tumeur, N pour les adénopathies, M en ce qui concerne les métastases. Alors, le T, hein, alors TIS, c'est un épithélioma in situ. T0, il n'y a pas de signe de tumeur primitif. T1A, alors là, T1A, ça veut dire que la tumeur, elle est strictement limitée à une corde vocale avec mobilité conservée. Le T1B, la tumeur, elle est limitée également aux deux cordes vocales, mais toujours avec mobilité conservée. Faites très attention, la mobilité, ça c'est un paramètre extrêmement important dans le choix ensuite du protocole thérapeutique ou d'une technique chirurgicale. Parce que quand on dit que la mobilité est conservée, ça veut dire que l'espace paraglottique, il est toujours sain, il n'est pas envahi. Plus l'espace paraglottique est envahi, plus ça va se répercuter sur la mobilité laryngée. Le T2, ça veut dire qu'il y a une diminution de mobilité de la corde vocale et il y a une extension au fond du ventricule. T3, il s'agit d'un hémilarynx qui est fixé, bloqué. T4, la tumeur elle est étendue, c'est-à-dire la tumeur elle est sortie du larynx, tumeur étendue en dehors du larynx ou avec extension cartilagineuse jugée sur le scanner. TX, tumeur inclassable. Pour les adénopathies, tout le monde le sait, N0, il n'y a pas d'adénopathie. N1, il s'agit d'adénopathie homolatérale unique mais inférieure ou égale à 3 cm. N2A, il s'agit d'adénopathie homolatérale à la tumeur unique comprise entre 3 et 6 cm. N2B, il s'agit d'adénopathie homolatérale multiple mais inférieure à 6 cm. N2C, il peut s'agir d'adénopathie bilatérale ou bien d'adénopathie contralatérale inférieure à 6 cm. Et en fait, le N3, il s'agit d'adénopathie supérieure à 6 cm. NX, il s'agit d'adénopathie inclassable. Tout ça, c'est extrêmement important, cette classification, dans le choix du protocole thérapeutique. Alors, le M0, il n'y a pas de signe de métastase à distance. Quand on nous répond M1, ça veut dire qu'il y a des métastases et MX, métastase inclassable. Alors, quelques images, peu d'iconographie. Ça, c'est une TDM d'un plan glottique. Il s'agit d'une tumeur, d'un épaississement du tiers moyen, tiers antérieur de la corde vocale droite, étendue à la commissure antérieure. Ça, c'est l'aspect scanographique et ça, c'est l'aspect endoscopique. Là, on voit bien qu'il y a une tumeur qui a au niveau de la sous-glotte. Également, toujours tumeur du tiers moyen, tiers antérieur de la corde vocale droite, atteinte de la commissure antérieure, atteinte également, ça fuse en sous-glotte. Là aussi, ça dépend des coupes scanographiques.
Là, c'est une atteinte également du tiers antérieur de la corde, purement de la corde vocale droite. Là, on voit bien ici le ventricule, il est sain, et au-dessus, hein, c'est ce qu'on appelle la bande ventriculaire. Ici, ça, c'est la commissure antérieure. Plus en dedans, c'est la sous-glotte. Et ici, c'est la corde vocale contralatérale. Alors, pour ce qui est du traitement, n'oubliez pas, tout à l'heure, on était en train de parler d'un cancer glottique, c'est-à-dire de la corde vocale. Alors, le traitement, il peut aller de la simple cordectomie au laser ou bien d'un protocole de radiothérapie externe pour un cancer de la corde vocale mobile, bien entendu. Le pronostic, il est excellent. On peut avoir des taux de 95% de survie à 5 heures, à 5 ans. On peut faire également ce qu'on appelle des laryngectomies reconstructives, ce qu'on appelle aussi des laryngectomies partielles, quand il s'agit de cancers un peu plus étendus. Par exemple, dans ce cas-là, hein, on peut faire une laryngectomie reconstructive. La chimiothérapie néoadjuvante, elle peut être utilisée dans un but de préservation d'organes lorsque le traitement chirurgical est une laryngectomie totale. Alors, très souvent, quand on est à des stades avancés, quand il s'agit de T3 du larynx, là, c'est une laryngectomie totale. On peut, dans certains cas, si on part dans un esprit de préservation d'organes, on peut démarrer par une chimiothérapie néoadjuvante et ensuite donc partir par une chimiothérapie néoadjuvante. Alors, en cas de régression, en cas d'absence de régression tumorale, c'est-à-dire si le malade n'a pas répondu à cette chimiothérapie néoadjuvante, là aussi le traitement il est chirurgical et on partira vers une laryngectomie totale. Laryngectomie totale, toujours pour des cancers évolués. Malheureusement, c'est une chirurgie qui dit laryngectomie totale, dit laryngectomie mutilante, puisqu'on va enlever toute sa partie supérieure, tout son larynx va être enlevé et on va être obligé d'amarrer la trachée à la peau. Et vous avez vu sûrement voir des malades avec des trous dans la gorge. Hein, c'est ça ce qu'on appelle le trachéostome définitif. Et comment il va faire pour parler? Il y a deux moyens. Soit il y a l'apprentissage de la voix œsophagienne, ou bien alors on peut placer en péropératoire une prothèse phonatoire. Malgré ça, le pronostic il reste encore assez favorable hein, dans ces deux dernières éventualités, puisqu'on peut retrouver quand même 50% de survie à 5 ans, ce qui n'est pas négligeable. Pour ce qui est des cancers sous-glottiques, les cancers sous-glottiques, ils sont quand même rares. Ils ne sont pas fréquents, ils sont rares. Son premier signe est la dyspnée laryngée, parce que c'est quelque chose qui va diminuer la filière laryngée. Malheureusement, ils sont toujours d'apparition tardive. Le traitement, il est radiochirurgical. Hein, donc, on peut démarrer par un traitement chirurgical et compléter par une radiothérapie. Ça dépend aussi certains endroits, certaines équipes, ils peuvent démarrer par un protocole de radiothérapie, ensuite faire de la chirurgie. Là aussi, c'est une question d'école. Donc, comme je disais, la laryngectomie totale, elle est toujours suivie de radiothérapie. Le pronostic, il est peu favorable. Il n'est pas très favorable à cause de l'extension qui fréquente à la thyroïde. Hein, des récidives au niveau de la trachée ou bien de l'envahissement médiastinal de fait de sa lymphophilie. Il faut savoir que les cancers sous-glottiques, ce sont des cancers qui sont très lymphophiles. Alors, pour les cancers susglottiques, hein, qu'on voit surtout au niveau des bandes ventriculaires et bien de l'épiglotte, on les appelle également les cancers hypopharyngés. Sur le plan épidémiologique, alors, leurs signes d'appel, ils sont souvent tardifs, ils ne sont pas très évocateurs, ça commence très souvent par une gêne pharyngée, voire même une dysphagie. Le traitement, là aussi, il est basé sur la chirurgie et de la radiothérapie.
chirurgie, c'est des laryngectomies totales ou bien alors des laryngectomies reconstructives type crico, iodo, pexi. Cette chirurgie, elle est toujours associée également à un évidement ganglionnaire cervical parce que c'est une région qui est très lymphophile. Elle est complétée également par un protocole de radiothérapie. Là aussi, le pronostic il est variable, il est moins bon puisqu'on peut avoir 30, entre 30 et je dirais pas 60 mais 50% de survie à 5 ans. Voilà, donc j'ai terminé par le cours du cancer du larynx. Nous allons enchaîner maintenant sur le troisième cours, c'est le cours du cancer du câbon. On y va sur le cancer du câbon? On y va? Alors, le cancer du câbon, c'est un cancer qui est fréquent. Euh, il est fréquent surtout au niveau du Maghreb. Quand on dit Maghreb, bien sûr, on le voit en Algérie, au Maroc et en Tunisie. En fait, il y a, on le voit surtout au niveau de l'Asie du Sud-Est et à un degré moindre au niveau du Maghreb. Alors, qu'est-ce qui est incriminé dans le cancer du câbon? Ce n'est pas la classique intoxication alcoolo-tabagique, mais c'est un cancer qui est d'origine virale, ce qu'on appelle l'Epstein-Barr virus. Alors, ce cancer du câbon, pour nous, là aussi, son diagnostic, il est assez facile. Pourquoi il est facile? Parce qu'il a une symptomatologie d'emprunt. Quand on dit symptomatologie d'emprunt, vous allez voir que il va se manifester par des signes ganglionnaires, par des signes rhinologiques, par des signes rhinologiques. Donc, très souvent, quand un patient se présente avec une obstruction nasale, une épistaxis, une surdité, il faut penser au câbon. Alors, cancer du rhinopharynx, c'est une symptomatologie d'emprunt, donc ce qui va rendre en principe son diagnostic facile. De fréquence élevée chez les enfants et l'adulte jeune, ça c'est une caractéristique du cancer du câbon au niveau du Maghreb. Il a une distribution géographique particulière, oui. Il est fréquent, par exemple, en Asie du Sud-Est, moins fréquent, disons, au Maghreb. Par contre, on voit quelques cas en Europe et aux États-Unis. Ce sont surtout, par exemple, des malades d'origine maghrébine. Ce cancer va se caractériser par son absence de relation avec l'alcool et le tabac, mais plutôt avec l'Epstein-Barr virus. Et l'UCNT donc, reste le type histologique le plus fréquent, caractérisé surtout par sa radiocurabilité et sa chimiosensibilité. Répartition géographique. Nous avons donc trois zones, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des zones à très haut risque, c'est l'Asie du Sud-Est. Des zones à fréquence intermédiaire, c'est le Maghreb. Et des zones à fréquence faible, c'est les USA et l'Europe. Alors, pour ce qui est de l'âge, là, il y a un premier pic qu'on observe à 50 ans,
dans les zones à haut risque et même chez nous dans les zones à risque intermédiaire. Il y a un deuxième pic qu'on peut observer également entre 10 et 25 ans, et ça se voit surtout chez nous au Maghreb. Et il semblerait, d'après les études épidémiologiques, qu'il est beaucoup plus fréquent chez l'homme avec un sexe ratio de 2 à 3,5. Alors, d'un point de vue génétique, là aussi, c'est important, puisqu'on a vu que chez les Chinois et les Maghrébins, on n'avait pas le même système HLA. Euh, les Chinois, ils avaient un système HLA A2, alors que nous avons un HLA B5. Pour ce qui est des facteurs de risque, on a incriminé également tout ce qui était nitrosamine, l'IGDID, ça aussi, ça c'est quelque chose qui est fréquent au Maghreb. Il semblerait également les aliments épicés ont été incriminés, mais tout ça reste à prouver. Alors, d'un point de vue clinique, les circonstances de découverte, ce cancer du cavum, généralement, il va commencer par un envahissement ganglionnaire qu'on peut rencontrer dans 50% des cas. Il s'agit d'adénopathie ossituée, de siège sous-digastrique, spinal ou sous-mastoïdien. Ça peut se manifester également par des signes otologiques. Dans 25% des cas, ça va se traduire par une obstruction tubaire. Quand la tumeur va siéger, n'oubliez pas, elle va siéger au niveau du cavum, proche de l'orifice tubaire. Donc, il va y avoir une obstruction tubaire avec une hypoacousie. Il peut y avoir associé également une otorée ou une otite séromuqueuse. Là aussi, faites très attention. Quand vous êtes en présence d'une otite séromuqueuse unilatérale, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, faites systématiquement un examen approfondi du cavum. Donc, tout ça va se manifester aussi par une surdité et voire aussi par des bourdonnements. Les signes rhinologiques, ils existent également dans 20 à 25% des cas, qui vont se traduire par des épistaxis, une rhinorrhée, une obstruction nasale et une voie nasonnée. Plus la tumeur est importante, plus l'obstruction nasale est importante, plus la voie nasonnée est importante. Là aussi, l'unitéralité, quand on est en présence d'une obstruction nasale unilatérale, épistaxis unilatérale, faites très attention. Tous ces signes doivent attirer l'attention. Les signes neurologiques, on peut les observer également dans 10 à 20% des cas, qui vont se traduire par des algies crânio-faciales, c'est-à-dire des douleurs crânio-faciales, des céphalées, des hémicranies, des névralgies qui intéressent le territoire 5, une diplopie sur le territoire du nerf 3, 4 et 6. On peut avoir également un trismus qui intéresse le 5 moteur. L'examen clinique. Ne pas oublier, bien sûr, l'interrogatoire doit être toujours minutieux pour essayer de faire une chronologie des signes. Ensuite, il faut faire un bon examen de la sphère ORL, faire une rhinoscopie antérieure et postérieure. Maintenant, autrefois, bon, on introduisait des petites sondes de nélatone dans le nez qu'on soulevait ensuite le voile. Mais maintenant, avec des optiques, on peut faire carrément une cavoscopie et voir ce qu'il y a dans les fosses nasales et au niveau du cavum. L'otoscopie qui peut mettre en évidence donc une otite séreuse unilatérale, un bon examen de la cavité buccale, puisque dans certains cas, il peut y avoir même une extension vers le pilier postérieur et entraîner un dysfonctionnement vélaire. La nasofibroscopie ou la cavoscopie pour permettre de voir l'aspect tumoral, quel est l'aspect de cette tumeur, végétante, ulcéro-nécrotique, ulcéro-bourgeonnante, etc. Le siège exact au niveau donc, du toit du cavum ou bien sur les parois latérales. Ne pas oublier de faire un examen neurologique, surtout un examen des nerfs crâniens. Recherche des adénopathies périphériques et leurs caractéristiques. Demandez également toujours un examen ophtalmologique, puisque n'oubliez pas, dans certains cas, il peut y avoir une atteinte du 3 et du 6.
On complète notre examen général à la recherche de métastases viscérales. On sait que le cancer du cavum peut métastaser soit au niveau des os, soit au niveau du poumon. Dans les examens complémentaires, il y a un examen fondamental à demander, c'est l'imagerie. Alors, l'imagerie, c'est une TDM du cavum qui va nous permettre de visualiser la tumeur, mais également les espaces parapharyngés et la base du crâne. Il faut savoir que le cavum, ce n'est autre que la base du crâne. Donc, cette TDM va préciser le siège, les extensions de la tumeur et va nous permettre ensuite de classifier ou de classer cette tumeur. Ensuite, l'histologie, donc à travers la cavoscopie, donc on va visualiser la tumeur et faire ensuite des biopsies. Donc, étude histologique de la biopsie. L'audiométrie, donc il faut demander une audiométrie pour apprécier l'importance de la surdité. Généralement, on retrouve une surdité de transmission. Là aussi, il faut demander une sérologie. Alors, cette sérologie EBV, elle est intéressante. Elle est intéressante à double titre. Elle est intéressante à titre diagnostique, mais également plus tard dans la surveillance du malade, en appréciant justement le taux de BV. Alors, le bilan d'extension, il comprend un examen général à la recherche de métastases. L'imagerie, on l'a dit, généralement, c'est une imagerie centrée sur le cavum, mais également une imagerie thoracique à la recherche de métastases pleuropulmonaires. La scintigraphie osseuse également à la recherche de métastases osseuses. C'est un cancer qui métastasie, encore une fois, au niveau pleuropulmonaire et au niveau osseux, et un degré moindre au niveau hépatique. L'échographie cervicale et abdominale aussi à la recherche de métastases hépatiques et d'adénopathie profonde. Alors, diagnostic différentiel, ça aussi c'est important. Ne pas confondre un cancer du cavum avec certains aspects. Devant un bourgeonnement, ça peut faire évoquer un reliquat de végétation adénoïde. Là aussi, quand vous voyez un malade, un adolescent qui présente un reliquat de végétation, il faut s'en méfier et il faut l'adresser à la NAPAC. Donc, devant un bourgeonnement, ça peut faire évoquer un reliquat de végétation adénoïde. Ça peut faire évoquer aussi un polype bloqué dans une couenne, un papillome ou un angiofibrome. Attention à l'angiofibrome, c'est une tumeur vasculaire et il ne faut pas s'amuser à biopsier, ça peut causer une hémorragie assez foudroyante. Devant une ulcération, cette ulcération peut faire évoquer également une tuberculose ou bien une sarcoïdose, exceptionnellement une syphilis. Il faut toujours éliminer une tumeur à point de départ ethmoïdal postérieur ou sphénoïdal. Là aussi, tout l'intérêt d'une imagerie qui a été correctement bien faite. Alors, quelle est cette classification EICC donc, qui va nous permettre ensuite donc, de classer et pour proposer un protocole thérapeutique. Alors, T1, la tumeur elle est confinée au nasopharynx ou au cavum. T2, la tumeur il y a une extension vers les tissus mous de l'oropharynx et ou des fosses nasales. T2A, il n'y a pas d'extension en parapharyngée. T2B, il y a une extension en parapharyngée. T3, la tumeur a envahi les structures osseuses et ou des sinus paranasaux. T4, il s'agit d'une extension intracrânienne et ou des nerfs crâniens, ou bien de la fosse infratemporale, de l'hypopharynx et de l'orbite. Généralement, tout ce qui est T3, T4, généralement, ils sont de très mauvais pronostics. Le N0, c'est toujours la même chose. Alors, le traitement. Quel est le but du traitement? Donc, une fois qu'on a classé notre... nous avons une histologie, nous avons classé notre malade, et, il va falloir proposer un protocole thérapeutique. Alors, généralement, le but d'abord du traitement, c'est éradiquer la tumeur et améliorer la survie et soulager le malade. Alors, quels sont les moyens qu'on dispose? On dispose de la chimiothérapie, de la radiothérapie et
et de la chirurgie. Alors, là aussi, ça dépend des T. Généralement, le T1, quand il s'agit d'un T1, le T1, il relève d'un protocole purement de radiothérapie exclusive. Quand il s'agit d'un T2, le T2, il peut relever d'un protocole de chimiothérapie suivi d'une radiothérapie, ou bien alors on peut faire du concomitant chimio-radiothérapie. T3, c'est également de la chimio-radiothérapie. Alors, je disais chirurgicaux, curage ganglionnaire pour le RLK. Oui, très souvent, quand il s'agissait de volumineuses adénopathies qui n'ont pas bien répondu ni à la chimio ni à la radiothérapie, on peut proposer une indication opératoire et aller vers un évidement ganglionnaire. Là, quand il persiste, si vous voulez, des, des adénopathies cervicales. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cavum, il reste quand même d'assez mauvais pronostic, surtout dans les formes évoluées. Quels sont ces éléments de mauvais pronostic? C'est l'ostéolyse basicrânienne avec une atteinte des nerfs crâniens. Là aussi, quand il y a une atteinte des nerfs crâniens, c'est pas trop bon. Quand on est en présence d'adénopathie qui dépasse les 6 cm, adénopathie fixe, ça veut dire qu'ils sont collés sur les gros vaisseaux. Quand il y a une augmentation des anticorps après traitement, d'où l'intérêt justement du dosage de l'EBV, et quand il s'agit d'un type histologique différencié, là aussi, c'est pas trop bon. Donc, vous voyez, en gros, pourquoi la sérologie EBV elle est intéressante, c'est surtout dans le suivi. Quand vous voyez toujours des taux d'EBV élevés, ça veut dire que c'est pas trop bon pour le malade. Les T3, T4, ils sont toujours de très mauvais pronostics. Voilà, j'ai terminé. Je pense avoir survolé les trois questions. Ce sont deux cours hyper importantes puisque, comme je l'ai dit, le larynx est un cancer très fréquent chez nous qui constitue une grosse part de notre activité opératoire. Le cancer du cavum, on en voit, à un moment donné, il était assez fréquent, mais on en voit quand même, malheureusement, on les voit aussi à des stades assez tardifs, ce qui n'est pas trop bon. Voilà, je vous remercie et merci de m'avoir écouté. Merci.